Bonjour, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans Objectif 2023. Aujourd'hui, je reçois pour vous sur ces plateaux Alain Daniel Shekomba, ancien candidat président de la République aux élections présidentielles de 2018 en République démocratique du Congo, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir dans votre studio. Alors, l'actualité électorale est marquée par les incessantes tractations en vue de la mise en place du bureau de la Commission électorale nationale indépendante qui piétine d'ailleurs. Mais quelle lecture en faites-vous déjà? Écoutez, moi, j'ai un très mauvais souvenir des tractations politiques en République démocratique du Congo. Je me rappelle quand j'étais venu ici en 2018, c'était au mois de juin pour déposer ma candidature. Il y avait un débat sur la machine à voter ou pas la machine à voter. Et j'étais avec un journaliste de Top Congo, Thierry Kambundi. J'avais dit que la machine à voter n'était qu'une simple imprimante à bulletin de vote. Alors ça a créé une sorte de tollé général dans l'opinion politique de l'époque, des invitations des politiciens et même de certaines ambassades. Mais bon, le 30 décembre 2018, tout le monde était allé aux élections et les résultats issus de ces élections avec la machine à voter ont été validés. Et là, nous avons une passation pacifique de pouvoir. Je pense que nous ne devons pas refaire les mêmes erreurs. Mettons rapidement en place cette commission électorale indépendante, telle que la loi de la République démocratique du Congo exige qu'elle soit mise en place. C'est tout. Alors, vous savez qu'il y a quand même un blocage par rapport à la désignation des animateurs de la CENI au niveau des confessions religieuses, mais quelle solution pour débloquer cette situation, sachant que le président de la République a dit clairement qu'il ne voulait pas intervenir? Bon, moi je pense personnellement que s'il y a blocage au niveau des consensus, il faut aller au vote. Et aujourd'hui, je pense que les gens sont en train de commettre une très grande erreur de penser que la démocratie participative ou la démocratie, c'est la théorie d'une personne, une voix. Et aujourd'hui, nous avons une église, une voix. Ce n'est pas le nombre d'âge que Shekomba a par rapport au nombre d'âge que vous, madame, vous avez, qui va déterminer l'importance de ma voix par rapport à la vôtre. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le fait que des églises peuvent avoir beaucoup plus d'adhérents que d'autres églises qui va déterminer le fait que leur voix compte beaucoup plus que le voix d'autres églises. S'il y a 8 églises et que 6 églises ont voté, respectons la démocratie parce que c'est là que nous allons. Je ne pense pas qu'il y ait blocage au niveau, comment dirais-je, des principes de fonctionnement rationnel, mais il y a blocage au niveau émotionnel et au niveau de l'anticipation de l'irrationalité où tout le monde pense que les autres sont en train de faire ce qu'ils font parce qu'ils veulent tricher ou parce que ça c'est ce qu'on appelle personne n'est dans le secret de Dieu. Personne n'est dans le secret de Dieu pour pouvoir savoir ce que je ferai demain sans qu'on ne soit déjà demain. Vous dites tantôt qu'il faudrait aller au vote pour départager Oui. ces confessions religieuses. Oui. Mais est-ce que ça revient à dire qu'il faudrait encore accorder un délai Non, aux hommes des dieux pour régler cette situation? Je ne pense pas qu'il faut accorder un délai. Nous sommes en train de passer... C'est à quel niveau le Si vote le devait vote intervenir? a déjà été fait, n'est-ce pas? Si je comprends bien, il y a eu 6 confessions religieuses qui ont choisi un représentant de la commission électorale indépendante. Sans passer par le vote. Ah bah, je pense qu'il doit faire le vote. S'ils ne sont pas, c'est que j'ai une mauvaise information, mais s'ils n'ont pas fait le vote, ils doivent passer par le vote pour départager en cas de non-consensus. Et nous voyons qu'il n'y a pas de consensus. Alors, on va recourir aux méthodes démocratiques de vote. Mais le délai leur accordé par l'Assemblée nationale est déjà passé? Est-ce qu'ils doivent encore redemander ou qu'ils attendent que l'Assemblée nationale leur accorde encore quelques temps pour qu'ils passent au vote? Bon, ça je ne sais pas, mais je pense que nous devons gagner du temps. Nous ne devons pas perdre le temps comme on l'avait perdu en 2018 avec la machine à voter ou pas machine à voter.
On avait eu à l'époque les comités laïcs chrétiens qui avaient même fait un pamphlet sur pourquoi on ne votera pas avec la machine à voter. Mais j'étais étonné que tous ces gens avaient voté et ils ont même prétendu qu'il y avait un candidat qui avait gagné, et ainsi de suite. Donc, il ne faut pas qu'on se contredise. Il ne faut pas qu'on continue toujours à faire la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas qu'on continue à faire la même chose. Quand je regarde les événements actuellement en République démocratique du Congo, les discours que les politiciens ou les églises sont en train de tenir, c'est exactement le même discours que j'avais trouvé au mois de juin 2018 quand je venais d'arriver en République démocratique du Congo. Donc rien n'a changé selon vous? Voilà, ça veut dire que les gens ne veulent pas rendre le pouvoir de façon régulière à la population. Il faut régulièrement rendre le pouvoir à la population pour que la population choisisse les dirigeants qu'elle veut. Il ne faut pas que ça se passe toujours au niveau des politiciens, au niveau des clergés, des églises, et ainsi de suite. Ce que nous voulons, nous sommes dans l'apprentissage de la démocratie. Parce que même les États-Unis, qui est un pays démocratique depuis 200 ans, on a vu que lors des élections de 2020, il y avait encore des discussions autour de la fraude électorale. Et la République démocratique du Congo, qui a un cycle électoral démocratique, qui vient de se faire, on a eu seulement 3 élections depuis qu'on a commencé. Est-ce que vous pensez que nous pouvons avoir un système parfait enfin, je ne sais pas. Donc, il nous faut encore du temps pour avoir un système parfait comme vous les rêvez? Il faut régulièrement, l'appétit vient en mangeant, n'est-ce pas? Quand la population va se rendre compte qu'après chaque 5 ans, on remet le pouvoir entre ses mains pour lui permettre de choisir les dirigeants qu'elle veut, la population sera exigeante vis-à-vis de ceux qui le gouvernent par rapport déjà aux services publics qu'on leur offre et par rapport à la façon dont ils désignent les représentants. Mais en ce moment, la population pense que tout n'est qu'affaire des politiciens, mais ce n'est pas une affaire des politiciens ou de l'Église, c'est l'affaire de tous. Toujours en rapport avec la désignation des futurs animateurs de la centrale électorale, le chef de l'État disait avoir donné instruction au président de l'Assemblée nationale. Pensez-vous qu'il est mieux de laisser à l'Assemblée nationale de décider du sort de la Commission électorale nationale indépendante? Bon, j'avoue peut-être mon ignorance sur cette question, mais je pense qu'il y a une loi qui organise la Commission électorale nationale indépendante. Et tous les pays qui se sont développés ont eu à respecter les lois et la constitution de leur pays. Est-ce que c'est une ingérence que le président de la République puisse demander qu'on puisse, comment dirais-je, mettre en place ou exécuter quelque chose qui n'est pas dans la loi? Que dit la loi par rapport à la mise en place de la Commission électorale nationale indépendante? C'est ce qu'il faut respecter, tout simplement. Donc l'avis du président de la République ne vous dérange en rien? Si c'est en conformité avec la loi, ça ne va pas me déranger. Mais s'il intervient parce qu'il est président de la République et que cela n'est pas conforme avec la loi, ça doit me déranger, évidemment. Peut-on espérer une commission électorale nationale indépendante réellement indépendante à l'allure où vont les choses? Écoutez, je sais qu'il n'y a rien de plus volatile que l'émotion humaine. Et comme le disait un grand politicien diplomate français de Talleyrand, il disait « Les serments engagent les actes, mais pas les convictions ». Alors, les convictions sont toujours cachées. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons garantir que la personne qu'on va désigner à la Commission électorale nationale indépendante sera dépourvue de sympathie pour l'une ou l'autre personne? Je pense que c'est une utopie de penser que nous pouvons avoir une émotion humaine indépendante de la sympathie ou de l'antipathie qu'on éprouve pour les uns et les autres. Donc c'est impossible d'avoir une centrale électorale réellement indépendante. Pourquoi, par exemple, les gens ont créé l'informatique pour éviter l'erreur? Parce qu'on sait que l'erreur est humaine. Il y a moyen de pouvoir encadrer ce genre d'émotions avec les machines
qui vont permettre à ce qu'on évite les erreurs humaines et qu'on évite les émotions humaines qui sont inhérentes à chaque humain. Je peux éprouver de la sympathie pour qui je veux. Et cela ne va pas se lire sur mon visage. Et ça ne va pas sortir. Et avec les machines, il y aura de la certitude, comme vous dites? Les technologies ont évolué. Bien sûr, la première version comment dirais-je, de la digitalisation des votes n'est plus la même que l'actuelle version, surtout avec de nouvelles technologies comme le blockchain et tout. Donc ça a beaucoup évolué. Moi, j'ai eu beaucoup de discussions avec des politiciens congolais où je leur avais dit, ne perdons pas le temps à discuter sur les animateurs de la commission électorale indépendante, parce que je pense que la commission électorale indépendante a un bureau et une plénière. Et seul le président du bureau de la commission électorale indépendante ne peut pas décider de qui sera président de la République, si tout le monde n'est pas d'accord. Donc, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de voir, comme on avait fait en 2018, bien sûr, mais on était arrivé un peu en retard, comment encadrer les outils de vote. Comment, en amont, pouvoir éviter les erreurs humaines et surtout les émotions humaines avec la digitalisation du processus électoral. Moi, c'est ce qui m'intéresse au plus haut point. Mais plus nous prenons le temps à discuter sur entre la poule et l'œuf qui est venu avant, on va encore tomber dans les glissements. Or, les glissements, ça veut dire, si on arrive au glissement, ça veut dire que nous avons reculé par rapport à la modernité qu'on a eue, où on pouvait faire une passation pacifique. La digitalisation dont vous faites allusion devait faire partie de priorités. Absolument. En termes de réforme. Absolument. Non, on ne peut même pas réformer parce qu'en fait, on a déjà accepté que les élections peuvent se faire de façon digitale ou manuelle en République démocratique du Congo. La digitalisation dont je parle ici, c'est le renforcement fonctionnel de ce que nous avons déjà en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui a fait que les machines à voter ou que le système digital de vote ne puisse pas donner satisfaction? Alors, comment mettre à jour ces systèmes-là pour que ça donne satisfaction, que ça rassure au niveau de la transparence et que ça ouvre la porte aussi au vote de Congolais de l'étranger qui contribuent beaucoup en République démocratique du Congo et qui ont le droit de choisir leurs dirigeants. En 2018, on avait dit qu'on n'avait pas suffisamment de machines à voter, qu'on n'avait pas la logistique nécessaire pour permettre aux Congolais de l'étranger, dont je suis un d'entre eux, le droit de voter. Et je pense qu'avec la digitalisation, le vote électronique, le vote avec une application sur blockchain et consorts, ça va coûter moins cher à l'État et les résultats seront proclamés le même jour et les Congolais de l'étranger auront cette joie de voter et nous allons suivre effectivement la transparence et la véracité des résultats. Les réformes électorales ont été amorcées, mais certains observateurs disent que rien n'a été fait jusque-là, comme souhaité au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Qu'en dites-vous? Écoutez, moi je pense que nous revenons encore au discours de la discussion sur l'antériorité de la poule et comment dirais-je, de l'œuf. Bon, il y a toujours une place pour tout le monde, mais dans ce monde ici, on ne trouvera pas assez de place pour les mécontents. Il y aura toujours des mécontents. Et je pense que ce qui est important, c'est d'avancer et de perfectionner. Parce que je me rappelle encore, et je reviens encore là-dessus, tout le monde était contre la machine à voter. Ou certaines personnes étaient contre la machine à voter. Mais ces personnes ne se sont pas empêchées d'aller voter avec la machine à voter et de se réclamer vainqueurs avec la machine à voter. Alors, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'il y avait un problème avec la machine à voter ou il y avait un problème avec la façon de penser des gens qui étaient contre la machine à voter? Et je reviens encore sur le même problème. Est-ce qu'il y a un problème avec les réformes électorale actuelle où il y a un problème avec les personnes qui pensent qu'il y a des problèmes avec les réformes actuelles?
C'est la raison d'ailleurs de manifestations et dénonciations faites par la Mouka, de l'autre côté par le camp Kabila. Ne faut-il pas un consensus finalement pour bien opérer les réformes électorales? Non, on va parler de consensus en consensus. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui commettent cette erreur de dire oui, les Africains, c'est l'arbre à palabre. Mais en fait, les villages ou les sociétés africaines de l'époque, ce sont des sociétés primitives où tout le monde avait un même héritage biologique et linguistique. Donc c'était pratiquement une famille. Dans une nation, dans un pays comme celui-ci, nous n'avons pas le même héritage biologique et linguistique. Et donc la seule chose qui peut nous unir, ce sont les lois et la constitution. Nous devons, au lieu de recourir aux méthodes archaïques ou moyenâgeuses de discussion dans une société africaine, appliquons la loi telle que c'est fait dans des sociétés modernes. Donc moi je ne pense pas. Il y a une loi sur la désignation des membres du bureau de la commission électorale indépendante. Il faut l'appliquer un point, un trait. Et nous allons gagner en temps. Mais entre les confessions religieuses, on demande un consensus. De l'autre côté, les politiques aussi nécessitent un consensus. Faut-il un dialogue ou pas? Non, les concessions religieuses, il y a ce qu'on appelle... on pense que tous doivent parler le même langage parce qu'ils écoutent la même parole de Dieu. Et donc, c'est curieux de constater que même les gens qui ont une même source d'inspiration ne s'entendent pas sur les langages qu'ils doivent parler. Bon, mais cela démontre que nous sommes tous des humains et que l'émotion humaine peut prendre le dessus sur la rationalité. Pourquoi on a mis des lois dans des républiques? C'est pour éviter que tout se fasse selon les émotions des humains. C'est une sorte de camisole de force. La loi, c'est un accord tacite entre les gens qui doivent partager une même société. Et dès l'instant où chaque fois on doit passer en dehors de la loi pour pouvoir, comment dirais-je, aller au consensus et aux négociations, à quoi sert la loi? Donc pour vous, le dialogue n'a pas lieu d'être? Il ne faut pas, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Il faut faire respecter la loi, un point, un trait, et nous allons gagner le temps et nous allons remettre le pouvoir aux Congolais en 2023 pour qu'ils puissent récompenser ceux qui ont bien travaillé et qu'ils puissent sanctionner ceux qui n'ont pas bien travaillé. Qu'est-ce qui est prioritaire maintenant en termes dans le cadre de réformes électorales? Moi, je ne pense pas qu'il faut encore discuter des réformes électorales. Ce qui est prioritaire pour moi, d'abord, c'est la mise en place de ces fameux bureaux de la commission électorale indépendante qui doit dès aujourd'hui commencer à travailler et maintenant voir comment renforcer sur le plan fonctionnel l'outil de vote qui a été utilisé en 2018. C'est tout. L'examen de la proposition de la loi électorale est programmé dans les calendriers de septembre à l'Assemblée nationale. Que souhaiteriez-vous concrètement en termes de réforme? Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont changer dans cette fameuse loi électorale. Mais vous voulez qu'on change quoi? Vous, selon vous, vous voulez qu'on change quoi? Moi, personnellement, oui. Qu'on change quoi? Oui. Je voudrais bien qu'on revienne à des tours. Ok? Donc, cette histoire des tours uniques, ça fait qu'un président de la République soit élu avec 19%, même 8% s'il y a 100 candidats. Donc, ça veut dire qu'il ne représente pas réellement l'opinion de la population. Mais quand on revient à des tours, il y aura au moins quelqu'un qui aura plus de 50% des opinions de la population congolaise. C'est la seule chose que moi je peux proposer pour changer. Mais le reste, la machine à voter, on peut toujours utiliser. Oui, moi je conseille qu'on utilise. Sans amélioration, rien du tout. Non, j'ai bien dit qu'il faut mettre à jour, il faut renforcer, il faut mettre à jour le logiciel de la machine à voter et même certains équipements de la machine à voter. Parce que qu'est-ce qui avait posé des problèmes avec la machine à voter en 2018? Le fait qu'on ait des clés ISB qui se promenaient partout et que les données ne soient pas centralisées et que les données ne soient pas comptabilisées en temps réel et ainsi de suite,
il y avait beaucoup de trous de sécurité. Vous vous rappellerez, il y a même un groupe de Britanniques qui avait fait, comment dirais-je, une étude où ils ont révélé qu'il y avait à peu près 30 trous de sécurité sur la machine à voter. Et si on doit continuer avec ces 30 trous de sécurité sur la machine à voter, alors que nous avons l'occasion de mettre à jour, comment dirais-je, le software et certains équipements. Par exemple, en 2018, on avait eu un problème, ce qu'on appelait les fichiers corrompus. Les fichiers corrompus, c'était quoi? Il y a une seule personne qui s'est retrouvée avec 15 000 empreintes digitales. Et donc, il y avait des électeurs qui ne pouvaient pas être identifiés par les empreintes digitales. On peut corriger aujourd'hui avec la reconnaissance faciale, ajouter des petites caméras. On peut corriger aujourd'hui au lieu de mettre, comment dirais-je, la clé ISB comme on avait fait à l'époque. Ça ne va pas poser problème? Ça ne pose pas de problème, ça ne pose vraiment pas de problème parce que les équipements sont déjà là, c'est juste une mise à jour au niveau logiciel. Et en termes de coûts, en termes d'interconnexion, nous avons plusieurs opérateurs téléphoniques aujourd'hui qui peuvent créer ce qu'on appelle Access Point Name spécial pour la CENI, où nous allons faire des interconnexions avec toutes ces machines à voter et ramener les données au niveau de la base de données centrale, au lieu de prendre les risques de se promener avec les clés USB, où on peut corrompre les résultats, on peut les modifier en cours de route avant de les ramener à Kinshasa. Le seuil électoral ou la participation de la diaspora, faut-il en prendre compte cette fois-ci? Il faut obligatoirement que la diaspora participe parce que la diaspora est en train de contribuer ou alors de payer la mégestion de la République démocratique du Congo en payant régulièrement les frais de survie ou de vie de leurs frères qui sont restés en République démocratique du Congo. De quelle manière? Bah écoutez, vous n'allez qu'à voir les montants d'argent qui arrivent chaque jour dans le Western Union, MoneyGram de l'étranger pour prendre en charge les soins médicaux, pour prendre en charge les frais de scolarité et même la nourriture. Donc, et on ne peut pas priver à ces gens d'avoir le droit de choisir qui doit diriger leur pays, parce que ça pèse aussi sur eux. Et je pense que la digitalisation est l'une des solutions, parce que ça diminue le coût des élections et ça permet que le traitement des résultats se fasse en temps réel. Est-ce que faut-il laisser inchanger le monde des scrutins des sénateurs, des gouverneurs? Je pense que le gouverneur, les sénateurs doivent être aussi élus au suffrage universel direct pour éliminer la corruption. Parce qu'aujourd'hui, bon, moi je ne comprenais pas, quand je venais d'arriver, il suffit d'avoir peut-être 200 000 $ en poche et je donne 50 000 $ à chaque député provincial et je me garantis une place au niveau du Sénat, que j'ai une idée, que je sois... C'est ce que vous avez appris ou c'est ce qui s'est fait? Bah, c'est ce qui s'est fait, hein. C'est ce qui s'est fait. C'est ce qui s'est fait, ça se discute même dans les milieux politiques. Donc, nous qui étions venus avec des idées de pouvoir d'être intrants. Non, on avait beaucoup d'argent. On ne manque pas d'argent pour ça. Le problème, c'est que il faut pas... On ne savait pas, on était dans un milieu où on ne savait pas jusqu'à quel point les gens, excusez-moi l'expression, les gens s'en foutent du pays. On ne savait pas jusqu'à quel niveau les gens ne pensent qu'à se remplir les ventres, les gens ne pensent qu'à se remplir les poches. On ne savait pas. On pensait que les gens travailler avec intransigeance sur la qualité du service public que la population est en train de recevoir et sur la qualité de gouvernance qu'ils devaient donner à la population. Mais malheureusement, on était totalement à côté de la plaque. La qualité des services publics qu'on donne à la population n'est pas un problème pour les gens qui veulent se faire élire. La qualité de gouvernance qui sont en train d'entreprendre pour le pays n'est pas un problème pour eux. Ils ont des problèmes. Comment devenir riche très rapidement et comment ne pas travailler. Alors, on s'est trompé sur toute la ligne, mais je pense que nous n'allons pas suivre ces mauvais exemples. Nous allons continuer à être intransigeants sur la qualité des services qu'il faut donner à la population congolaise.
Et nous allons continuer à être intransigeants sur la qualité de gouvernance des gens qui doivent être élus à n'importe quel niveau. S'agissant de la caution, par exemple, est-ce qu'il faut modifier quelque chose ou les garder tel qu'il est? Vous savez, le problème, c'est que moi, j'avais proposé dans le 12 engagements que la caution devait être une caution humaine, pas une caution en argent. Ça veut dire, si quelqu'un veut être candidat, il doit au moins récolter 100 000 signatures comme on le fait en France. Des gens qui l'endossent, qui disent, bon, voilà, nous endossons sa candidature. Parce qu'à l'époque, les choses... Mais à ces points, il n'y aurait pas, par exemple, tricherie? Vous pouvez vous-même cocher des signatures? Non, pas du tout. C'est pour Comment ça on que... va se rassurer que ce sont... Alors là, on revient encore à une autre chose qui se trouve dans le 12 engagements, c'est les recensements permanents et l'identification des Congolais. Et j'ai eu des discussions avec des politiciens congolais qui pensent qu'il faut vite aller aux élections sans identification, sans recensement. Donc on continue à commettre les mêmes erreurs. Tout simplement parce qu'ils pensent que quand on va aller au recensement, quand on va identifier les Congolais, ça va encore prendre beaucoup de temps, il y aura glissement. Mais on ne peut pas avoir de glissement avec les nouvelles technologies que nous avons. J'ai dit qu'aujourd'hui, les opérateurs télécoms en République démocratique du Congo couvrent à peu près 80% du territoire congolais. Il suffit tout simplement de les associer et de leur demander pour qu'ils créent un réseau privé virtuel pour l'identification des Congolais dans une base de données centrale. Ça ne va même pas prendre 6 mois. Le problème ici, c'est un problème de volonté et c'est un problème de manque de savoir-faire. Les gens ne sont pas exigeants sur la qualité de gouvernance qu'ils vont offrir à leur pays et ils ne sont pas exigeants sur la qualité du service public qu'ils vont offrir à leur population. Et malheureusement, la population aussi n'est pas exigeante sur la qualité des services qu'elle reçoit. Mais comme je l'ai dit, nous n'allons pas suivre ce genre d'exemple. Nous allons continuer à parler et à conscientiser les gens pour qu'ils puissent comprendre le bénéfice d'être exigeant par rapport à la qualité des services publics. Je peux vous donner un exemple. 10% seulement des milliers urbains ont l'électricité et 1% des milliers ruraux. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait pour améliorer cette qualité des services publics? L'identification des Congolais et la remise des pièces d'identité, c'est un service public qu'on ne donne pas. L'eau potable, à peine 30% dans les milieux urbains, et on ne peut pas donner, et ça se détériore au jour le jour. Voilà, mais nous avons un président de la République en bonne et due forme, nous avons un premier ministre, nous avons un gouvernement, nous avons des institutions qui fonctionnent, mais est-ce que ces institutions savent que le but de leur existence, c'est les services publics qu'ils doivent fournir aux populations congolaises? C'est la raison pour laquelle ces personnes sont élues. C'est la raison pour laquelle les Congolais leur ont voté. Et donc, moi, je ne vais pas entrer dans toutes les stratégies du genre comment conserver le pouvoir et consort. Il faut être honnête avec soi-même. Est-ce que la qualité de gouvernance que je suis en train de fournir à la population congolaise ou la qualité des services publics que je donne à la population congolaise mérite que je sois élu ou pas? Vous avez tantôt parlé de l'identification de la population. J'associe à cela le recensement. Est-ce que ces opérations sont-elles réalisables avant 2023? Est-ce qu'il faut nécessairement les faire? Il faut nécessairement les faire. Il faut nécessairement les faire. Et je l'explique. Comment voulez-vous que moi, candidat président de la République, je puisse faire une offre politique crédible sans avoir des données quantifiables du nombre de la population que je veux gouverner? Combien d'hôpitaux je vais construire en République démocratique du Congo pour combien de lits dans chaque hôpital pour combien de gens? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Combien d'écoles je vais construire en République démocratique du Congo ou réhabiliter pour combien d'enfants?
Donc, quand on fait une offre politique réaliste, on fait une offre politique sur base de la population qu'on a et de l'espace territorial qu'on doit gouverner. Donc aujourd'hui, c'est une nécessité, c'est même une obligation. L'identification, les recensements des Congolais, c'est très important. Il n'y a pas que les Congolais qui ont plus de 18 ans qui ont droit d'avoir une pièce d'identité, tout simplement parce qu'ils vont aller donner le pouvoir aux gens qui veulent se remplir les poches le plus rapidement que possible. Moi, je n'ai aucun problème avec les recensements et l'identification. Et je pense que c'est une condition sine qua non avant les élections. Pendant que nous sommes en train de discuter sur qui sera le président de la CENI et tout, ces opérations ne s'excluent pas l'une l'autre. On peut aussi, avec la volonté, et associer des gens qui peuvent rapidement associer les opérateurs économiques, les églises, les opérateurs de télécommunications et consorts, pour développer une petite application, même sur Android, où je peux venir prendre, comment dirais-je, votre photo et mettre vos identités et envoyer directement dans la base de données. Ça ne va pas prendre 10 ans pour ça, ça ne va pas prendre même 6 mois pour ça. Au regard de tout ce que nous avons évoqué ici sur ces plateaux, qu'il faut-il faire pour respecter le calendrier, c'est-à-dire tenir les élections dans les délais en 2023? Il faut d'abord éviter de discuter sur l'antériorité du coq et de l'œuf. Parce qu'en fait, ça c'est la politique moyenâgeuse que l'opposition a l'habitude de faire. Et malheureusement, ceux qui étaient dans l'opposition hier avec cette politique moyenâgeuse ont amené un gouvernement moyenâgeux qui continue toujours avec l'irrationalité ou l'anticipation de l'irrationalité, ou penser que ils s'en foutent de la qualité des gouvernances qu'ils sont en train de comment dirais-je, d'offrir à la population, de la qualité des services. Parce que si je suis content de la qualité des services que j'offre à la population congolaise qui m'a élu, pourquoi je vais chercher à m'accaparer d'une soi-disant commission électorale, ou je vais chercher à m'accaparer d'une soi-disant cour constitutionnelle et tout pour me faire élire? La population va me faire confiance sur base de la qualité des services que je leur ai fournis et j'aurai des éléments. Parce que le président de la République lui-même, quand il a lancé son plan pour, comment dirais-je, plan accéléré de lutte contre la pauvreté, il avait affirmé qu'il allait sortir pendant son mandat 20 millions de Congolais qui vivent dans les 145 territoires de la République démocratique du Congo de la pauvreté. Il avait admis les statistiques que je venais de donner tout à l'heure, les 10% de taux de pénétration d'électricité, les 1%, ainsi de suite. Il doit se concentrer à ça. Il doit se concentrer à ça, comme ça, la population va apprécier la qualité des services qu'elle a reçus de ses présidents et de son gouvernement. Pas comment dirais-je, des tours de passe-passe, tel doit être président de la CENI, tel ne doit pas l'être, ainsi de suite. Ça, ce sont des discussions qui n'existent plus dans des démocraties modernes. Un mot sur la gouvernance sous Félix Tshisekedi? Écoutez, je pense que ce n'est pas encore le moment de se prononcer. C'est trop tôt? Oui, c'est trop tôt pour se prononcer. Moi, j'ai lu le programme de campagne du président de la République. Il a promis qu'il allait vaincre la pauvreté. Et j'ai lu aussi, j'ai toutes les données. J'ai vu le discours qu'il avait fait quand il avait lancé son plan accéléré de lutte contre la pauvreté. Nous allons faire des évaluations au moment opportun. C'est quand ces moments opportuns? Écoutez, les moments opportuns, c'est quand nous allons redonner la parole aux Congolais pour qu'ils puissent récompenser ou sanctionner ceux qu'ils ont élus en 2018. C'est-à-dire à la fin de son mandat?
Absolument. Quand la campagne électorale va commencer, nous allons dire aux Congolais de se poser la question si les services publics qu'ils ont reçus pendant ces 5 ans ont été capables de satisfaire leurs attentes. Et si ces services publics... il n'y a pas un mot à dire? Vous observez simplement? Je ne suis pas son conseiller. Je ne suis pas son conseiller. Je pense qu'il paye des conseillers pour lui donner des conseils par rapport à sa gouvernance. Je pense qu'il a des circuits pour lui faire remonter l'information par rapport à ce que la population est en train de ressentir de son action. Ok? Donc, je ne vois pas ce que je peux dire. Je ne suis pas là. Je ne peux pas passer mon temps à me plaindre. Je pense que la population l'a voté par rapport à une offre politique, par rapport à une certaine qualité de service public qu'il avait, comment dirais-je, proposé en 2018. Et nous, moi qui suis dans l'opposition, je regarde, je relève les indicateurs de performance. Vous êtes dans l'opposition? Je suis dans l'opposition parce qu'en fait, ce n'est pas mon offre politique qui a été choisie en 2018. Qu'est-ce que vous appelez opposition? Je ne fais pas partie des partis du président Tshisekedi. Nous étions tous 2 candidats présidents de la République. Nous avions présenté des offres politiques et son offre politique a été choisie. Où dois-je être? Allez-vous briguer encore la présidence de la République? C'est trop tôt pour le dire. En politique, 24 heures, c'est comme un siècle. Et des alliances sont possibles? Possible si les points de vue convergent sur la façon de servir notre population. Un rapprochement, par exemple, avec Martin Fayulu ou nous avions Moïse Katumbi? Nous avions tenté un rapprochement avec Martin Fayulu depuis 2020, mais je pense que nous n'avons pas réussi à mettre en place ce qu'on s'était convenu de mettre en place. Qu'est-ce qui a bloqué? Je pense que nous avons des visions différentes et des façons de procéder qui sont différentes. Et voilà. Actuellement, vous êtes avec qui? Vous êtes seul? Actuellement, je suis chez Combat parce que quand je suis venu être candidat en République démocratique du Congo, j'étais venu de ma propre volonté. Personne ne vous l'a demandé? Personne, on ne peut pas me demander pour servir mon pays que j'aime. Et personne ne peut me payer pour que je puisse servir mon pays que j'aime. Et je continue, si j'étais candidat président de la République, je même préférais ne pas aller voter que d'endosser une candidature. Parce que j'avais compris que personne n'avait la même offre politique que moi à cette époque-là. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui je vais endosser, c'est comme si je suis mis devant un fait accompli, c'est comme si je n'avais pas un idéal, c'est comme si je n'ai pas une vision pour mon pays, c'est comme si je suis en train de vaciller, je sais où je veux, je suis exigeant par rapport à la qualité de service que mon peuple doit recevoir, je suis exigeant par rapport au type de gouvernance qui doit être appliqué et développé en République démocratique du Congo. Un mot pour clôturer? Merci beaucoup de m'avoir invité. Je pense que nous devons moderniser la façon de faire l'opposition pour que demain nous puissions moderniser la façon de gouverner. Aujourd'hui, nous avons un lourd héritage d'une opposition archaïque, d'une opposition moyenâgeuse. Ça veut dire une opposition qui s'est comportée, qui était adaptée à l'époque de la dictature, où il y avait un seul parti politique, et donc il a fallu se battre et être autocratique comme le président qui était autocratique dans son parti politique. Et cela a comme conséquence la confiscation des libertés des gens et l'irrationalité dans la façon d'agir. Maintenant que nous sommes dans une démocratie, maintenant que nous avons une première alternance pacifique du pouvoir, je pense que tout le monde doit maintenant adopter la rationalité dans la gestion pour améliorer la qualité des services publics que nous donnons à notre population et surtout garantir la liberté de chacun parce que c'est du choc d'idées que jaillit la lumière. Voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Et ce numéro d'Objectif 2023 est terminé. Merci de le retrouver sur toutes les plateformes digitales d'actualité.cd. Entre-temps, je vous retrouve très prochainement et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.